C'est stressant, hein. C'est bon? Eh ben écoutez, merci à tous d'être là. Je pense que je vais pas finir le talk avec le micro, hein. Ne vous en faites pas si je l'enlève en plein talk. Euh, on n'a jamais fait ce talk avec une si petite belle salle et si conviviale. Du coup, on va un peu changer comme on faisait d'habitude, c'est-à-dire une conférence et après on en parle tous ensemble. Ce qu'on aime bien aujourd'hui avec vous, c'est si vous avez des questions, n'hésitez pas à interrompre. D'accord? N'importe laquelle, du moment où elle est, où il y a vraiment un problème, où il y a quelque chose qui vous choque, où vous avez envie d'aller un peu plus loin, allez-y, foncez. Vous levez votre petite main et on la répondra de suite. Ça vous va, ce format-là? Après, bien sûr, on sera à l'apéro et on mangera après, bien sûr. Mais ok. Oh ben, le fait d'avoir commencé, ça fait ramener des gens, c'est bien. Toujours, dès que tu commences, il y a des gens qui arrivent dans la salle. Bon, après, les premières dapos sont pas super intelligentes. Enfin, elles sont pas super importantes, on va dire. Donc vous l'avez vu, on va parler de l'UX et de DevOps. On a fait un parallèle dans notre conférence, c'est qu'on a pris l'UX et le DevOps, qui sont pourtant deux philosophies qui sont complètement éloignées et qui vont, dans notre talk, se rejoindre et avoir une histoire d'amour. D'où le fait qu'il y ait Roméo et Juliette. Donc pour le côté... bienvenue, bonjour. Pour le côté Juliette, pour le côté UX, donc vous avez ma personne, Estelle Landry. Je suis product owner dans une startup qui s'appelle Helium à Montpellier. On n'est pas beaucoup, hein, on est une dizaine. Donc j'ai un peu une casquette aussi UX designer. J'étais avant développeuse et chef de projet, mais je vous avoue que la partie produit m'a beaucoup plus plu. Et je fais partie du Meetup UX Flupa à Montpellier. Je suis Duchesse, c'est une organisation qui essaie de promouvoir un peu les femmes dans la tech. Il y a autant d'hommes que de femmes dans l'orga, c'est juste pour essayer de parler de tout ça, de problèmes si on a des questions ou autres. Et j'ai mon handle Twitter si vous voulez trouver les slides après. Et moi, je passe plus du coup. Si, voilà. Moi, je m'appelle François Technet, je suis cloud développeur chez Sagi. Je suis développeur qui suis passé côté infrastructure. Je fais des trucs dans le cloud et je les code. Je suis contributeur open source, je fais moult choses. Je fais du Rust, du Scala, du Docker, du Kubernetes et globalement, en gros, je suis président du Montpellier Tech Hub, donc qui est le regroupement des meetups techniques de Montpellier. Je suis organisateur du Jug Montpellier, je suis organisateur du DevOps Montpellier, je suis contributeur au Rust Montpellier j'ai pas dit. Et mon handle Twitter c'est FTChat, voilà, c'est noté. Du coup, ce truc-là ne marche pas, c'est dommage. Et du coup, on est tous les deux également organisateurs de la conférence Sunnytech à Montpellier. Donc Estelle, vas-y, dis-nous en plus parce que je sens que je t'ai coupé dans ton élan et que tu es frustré. Non, non, pas du Ah tout. si, tout à fait. Ouais, on est au Corga de Sony Tech qui, comme BDXIO, se veut assez généraliste, mais tech pendant 2 jours à Montpellier, au soleil, le 27 et 28 juin. Des sujets, si vous avez envie de participer en tant que speaker ou en tant que participant, le CFP est ouvert et la billetterie est ouverte, donc n'hésitez pas. On est une conf, on va dire, assez petite, on va être 500 au total, et donc si speaker, bah, pourquoi pas, il y a des cookies avec des petites salles, ça peut être le moment aussi. On est petit mais convivial. On est convivial, on est craquant gourmand, voilà. Donc n'hésitez pas à nous suivre si vous avez plus d'infos, ou on peut vous en parler aussi tout à l'heure. Avant de vous lancer dans le bain de ce qu'on a fait tous les deux, on va rappeler un peu les concepts, parce que je sais pas si ici il y a des UX designers ou des gens qui viennent de ce métier-là, pas trop. Non? Personne. Yes. Bon, La il est dernière fois qu'on content. l'a fait, on était au Meetup UX. Il y avait que des mecs qui faisaient de l'UX. Il n'y avait pas de tech. Je me sentais seul. Ça me fait plaisir. Et du coup, qui est Ops dans sa vie? Enfin, DevOps, Ops. D'accord, ça marche. Et vous autres, développeurs ou tech de manière générale? Ok. Bah écoutez, ça fera pas de mal pour tout le monde. Un petit rappel de concept, autant côté UX que côté DevOps. Bon, côté des DevOps, c'est juste pour recadrer, parce que DevOps, c'est un peu la foire à la saucisse en termes de définition. Du coup, le DevOps, c'est un truc qu'on met partout actuellement. Les ESN sont DevOps, on fait des diplômes DevOps. N'importe quel mec à qui on demande d'aller toucher de l'infra maintenant est DevOps. Si vous le faites et que vous n'avez pas marqué DevOps, faites-le, vous allez gagner 5K sur votre prochain emploi. Et du coup, le DevOps, si on regarde, nous ce qu'on va mettre comme scope, si on regarde ce qu'on veut, c'est aller vers l'évolution logique qu'on avait depuis l'agilité, qui était on fait du développement agile, on fait de la continuous integration, on va partir vers le continuous delivery,
Et derrière, on va rajouter la partie opérationnelle et monitoring par-dessus, rajouter une boucle de feedback supplémentaire. Et nous, on va essayer de rester dans cette définition-là du DevOps, qui est quelque chose d'assez simple. On va pas rentrer dans les détails d'implémentation. Et pour ça, en gros, notre problématique initiale dans notre société, tout le temps, c'est de casser le fameux mur de la confusion entre nos développeurs et nos opérationnels. L'un qui veut produire, l'autre qui veut garder la stabilité de sa prod, l'autre qui veut changer les choses parce qu'on lui demande d'avoir un time to market très rapide, l'autre qui est indexé sur le fait que ça ne cache jamais. Bref, ce fameux mur de la confusion qui fait qu'on n'arrive pas à se parler entre nos développeurs et nos opérationnels. Bah alors, généralement, on peut dire, il y a un plan, hein, on peut suivre ce truc-là, sauf que le DevOps, c'est pas uniquement ça, et surtout, le DevOps, c'est pas du no-ops, comme j'entends souvent dans beaucoup de comptes de dev, ou beaucoup de développeurs qui partent du principe que je vais mettre du DevOps dans ma société, je vais mettre des outils DevOps pour virer les ops. DevOps, ça veut pas dire no-ops, c'est une collaboration entre les développeurs et les opérationnels. Donc du coup, ça nécessite de garder les deux parties. Le but, c'est pas d'éradiquer les autres, et c'est une culture qui est basée sur la collaboration, l'échange, l'empathie. Donc du coup, quand on dit ça et qu'on se limite à ce scope, on a l'impression que c'est quelque chose de très simple, parce que ça consiste à dire, ok, bah en fait, il suffit juste que je prenne des gens, de les faire communiquer, et ça va marcher, je vais pouvoir faire du DevOps dans ma société. Sauf qu'on est d'accord que dans la plupart des cas, il y a des gros problèmes de mise en place du DevOps et de réalisation, d'amélioration DevOps au sein des boîtes. Donc du coup, ça c'était pour la partie DevOps, on va se focuser sur ce package-là et sur cette mentalité-là. Au niveau de l'UX, vu que vous n'êtes pas des UX designers, je vais quand même prendre un peu de temps pour vous expliquer ce que c'est. Alors l'expérience utilisateur, User Experience, vient de la rencontre de 3 domaines qui sont la stratégie, la tech et le design. En fait, on s'est rendu compte que dans ces 3 domaines, on avait une problématique commune, c'est d'améliorer l'expérience utilisateur. Faire que la personne qui utilise nos logiciels, ce qu'on va produire, va avoir la meilleure des expériences possibles. Pas de frustration, vraiment être engagé dans le produit à 2000%. Donc, comment vous l'expliquer? Schéma très simple. Vous prenez un utilisateur, c'est-à-dire n'importe lequel d'entre nous, un produit, alors en l'occurrence un vélo. Vous pouvez avoir un super vélo avec une selle, avec un super guidon. Tout ça, ça va représenter votre UI, votre interface. Et ce qui va nous intéresser, c'est pas forcément le vélo avec ses flammes et tout ce qu'il peut avoir de super joli, ça va être son utilisation. Si vous avez un vélo qui est très beau, mais qui est très lourd, et que vous faites beaucoup de VTT, ce sera peut-être pas la bonne solution. Si vous avez des moments où vous voulez un peu le soulever ou le prendre dans la main, ça va être compliqué. Pareil, si vous avez un vélo qui est très très beau et que derrière il est très très léger, mais il n'a pas d'amortissement et que voilà, vous faites des terrains très, très hard, l'expérience va être nulle. Donc ce que l'on veut, c'est un bon produit pour la bonne personne avec un beau design. Mais attention, le design ne fait pas tout. C'est-à-dire que j'entends souvent, moi aussi en conf, dire l'UI, c'est magnifique, un design, il est parfait, du coup, l'outil, il est magnifique. Non, ce qui nous intéresse vraiment, comme je l'ai dit, c'était l'expérience utilisateur. Vous l'avez vu ici. La mairie a dit, ok, on va faire un super chemin goudronné, ça va être trop beau dans notre parc. Sauf que, qu'est-ce que veut l'utilisateur? Qu'est-ce que veut notre personne qui marche dans ce parc? Il veut peut-être aller rejoindre le centre-ville plus rapidement. Et ce chemin construit fait un petit détour. Et du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait? On pense à ce que l'on veut, aller en ville, et du coup, on crée un autre chemin. Voilà, ce que je veux vous faire dire dans cette diapo-là, c'est que votre produit doit être ok, sexy, beau, mais il doit aussi être UX. Je parle souvent d'un livre, si vous êtes intéressé par l'UX, par tout ce qui est design UX. C'est ce livre-ci, c'est les méthodes de design UX en bas là. Je ne sais pas si on a encore le... Non, il n'y a plus de pile. Ah, plus de pile. Bon, le petit livre là en bas que vous voyez en vert, c'est un peu une bible. Ça comprend plein de méthodologies UX. Ça vous explique toute la méthodo avec plein d'ateliers. Donc si ça vous intéresse un peu plus, je vous le conseille. En plus, Karine Lallemand est vraiment une personne génialissime qui fait des recherches en UX aux Pays-Bas. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir ça. Mais qu'est-ce qu'il dit ce livre? Il dit qu'en fait, dans l'UX, il y a des processus de conception qui sont assez importants, qui sont découpés en 5 phases. Vous avez la première phase qui est la planification, où là, vous allez essayer de définir où est-ce que vous voulez aller, qu'est-ce que va faire votre produit. Vous avez une partie exploration, où là, c'est le plus, pour ma part, c'est le plus intéressant. Vous allez essayer de comprendre ce que font vos utilisateurs. Ça passe par des interviews, ça passe par beaucoup de discussions avec eux. Ensuite, vous avez la phase, du coup, de l'évaluation, de l'idéation, excusez-moi, ou l'idéation, en fait, vous allez, à partir de ce que vous avez eu pendant les phases d'interview, essayer de trouver une idée, de générer beaucoup d'idées qui pourraient
combler le besoin que vous avez dénoté avec vos users. Et une fois que vous avez ça, vous essayez de générer un logiciel ou un POC, une petite chose pour voir si votre idée est bonne. Et à la fin, vous allez essayer de faire de l'évaluation. Et là, c'est du proto, c'est du test utilisateur. Et en avant, on voit si tout ce qu'on a fait au-dessus, finalement, est positif pour notre user ou pas. Donc vous l'avez vu, c'est des familles complètement opposées. On est vraiment sur le concept de Roméo et Juliette, c'est-à-dire que l'UX est vraiment au niveau de la conception du produit et DevOps c'est dans le déploiement plutôt en fin de projet. Donc vous allez voir comment ces deux niveaux, ces deux domaines se sont rencontrés. Bon, alors le premier truc, c'est qu'on s'est pas rencontrés juste parce qu'on avait envie de faire des trucs ensemble au niveau du bureau. En fait, on travaillait ensemble dans une société qui s'appelle Tammo, on n'y est plus, on est parti entre temps. Donc Estelle chez Helium et moi je suis parti chez Sagi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une transformation DevOps au sein de Tammo. Et cette transformation DevOps, c'est la même que celle qu'on voit dans énormément de sociétés. C'est qu'on prend votre équipe Ops et on lui dit maintenant tu es une équipe DevOps. Voilà. Et on prend l'équipe Ops, on prend les 3 Ops, généralement on fait un ajout, dans l'occurrence c'était moi, qui était plutôt la partie développeur. Vous êtes maintenant une équipe DevOps. Sauf que malgré le fait qu'on ait dit qu'on soit une équipe DevOps et que donc on ait le flag DevOps sur la société, en fait on avait des trucs marrants qui arrivaient. Comme par exemple au délit du matin le lundi, aller voir les développeurs et dire au fait les mecs, on a vu que la gestion de la conf elle est dégueulasse, on utilise un truc qui est pas standard, on devrait quand même passer sur quelque chose qui est géré comme ça parce que c'est le standard du marché et nous on aimerait bien faire comme ça dans le déploiement, avec des développeurs qui s'en fichent parce que tout simplement ils voient pas la valeur ajoutée et ça les emmerde parce qu'ils ont autre chose à faire. Ou chose complètement aberrante dans l'autre sens, où on arrive le lundi matin et on apprend on doit mettre une appli en prod dans 2 jours, sauf que l'appli on sait pas où elle est, on l'a jamais vue dans la CI, on sait pas comment elle est testée, on sait pas comment elle est intégrée, bref on a un Git, on a des sources. C'est déjà bien, au moins on a un Git, on n'a pas des sources dans un tar.gz, mais voilà, on a directement un source control et on n'a rien d'autre. Donc on arrive, on fait ok, ce truc là doit être en prod dans 2 jours, elle fait quoi, pourquoi elle est là, on doit la mettre où, comment, quelle réplication, enfin... Donc en fait, malgré le fait qu'on ait dit on fait du DevOps, on a transformé notre équipe Ops, on a toujours nos 2 camps. On a nos camps développeurs, nos camps opérationnels, qui se parlent pas, qui n'arrivent pas à se mettre d'accord et qui du coup continuent à faire leur bonhomme de chemin dans leur coin comme des silos, alors que maintenant c'est plus du tout l'objectif de la philosophie. Et surtout en fait côté DevOps, il y a une grosse différence, c'est que l'équipe opérationnelle chez Tammo, elle était constituée de 3 personnes pour en face une vingtaine de devs. Enfin au moins 15 à 20 devs. Donc en gros côté DevOps, vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui devient très difficile à gérer en termes de temps, tout simplement parce que en fait l'équipe est sous l'eau, elle passe sa vie à faire des déploiements des en prod, n'a pas le temps de bosser sur l'automatisation et par effet boule de neige, en fait elle est de plus en plus en retard. Et c'est une équipe qui se sent de plus en plus seule en fait, tout simplement parce que à chaque fois qu'elle dit est-ce que vous pouvez ralentir le train parce que nous on aimerait pouvoir avoir le temps d'automatiser, changer des choses, le problème c'est que l'opérationnel ne gagne pas d'argent alors que la production de nouvelles features en fait ramener à la société. Du coup le train continue d'avancer tout le temps et on se retrouve à avoir toujours cet effet boule de neige, être de plus en plus en retard et à se sentir de plus en plus seul. Et le gros problème qu'on a avec ça, c'est que quand on devient de plus en plus en retard au sein d'une société, ça commence à se voir d'un point de vue managérial. C'est-à-dire que quand on arrive et qu'on dit qu'en délai, au lieu de faire 2 jours, on va le mettre en 5 parce qu'on n'a pas le temps, en fait, la question qui se pose, c'est il y a quand même un problème, cette équipe, elle devrait pas être sous l'eau, il y a un petit souci, on va peut-être essayer de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ce genre de truc et qu'on est en philosophie DevOps? On appelle généralement le PO du coin qui va venir vérifier comment l'équipe est organisée. Ouais, c'est comme ça que je suis arrivée dans le projet. En fait, mon boss m'avait dit, écoute, l'équipe DevOps, ils ont un problème là, ils n'arrivent pas à marcher correctement, ils sont longs, ils ont une espèce de backlog énorme, et vas-y, essaie de voir ce qu'il y a et démerde-toi avec eux. Ok, 2e jour où j'étais là, je venais d'arriver. Donc du coup, ma réaction quand il m'a dit, en plus c'est eux là-bas, tu sais, c'est les 3 là qui parlent pas, qui sont un peu sous l'eau, qui sont énervés. Comment ça, ils parlent pas si? Vous arrêtez pas de dire qu'on faisait trop de bruit dans le space. Parce qu'ils arrêtaient pas de faire des caliméros et être trop tristes. Donc du coup, moi j'étais là, j'étais sûre que c'est mon boulot. En fait, j'arrive en tant que product owner, c'est pas trop mon taf. Et surtout que j'avais une vision un peu stéréotypée du DevOps, qui n'était pas le cas, mais un petit peu quand même. Et moi, quand on m'a dit, vas-y, lance-toi, va les aider, je me suis dit, ok, je vais essayer de leur montrer ce sur quoi je veux aller et on va essayer d'avoir le même but commun. Voilà. Ça, c'est la vision qu'a souvent un PO ou autre en se disant, on va bien organiser les choses, on va faire que ça soit clair, on va poser des
problèmes et trouver les points de blocage. Mais je me suis vite rendu compte qu'en fait, c'était pas eux le souci. C'était le manque de communication évidente qu'il y avait entre l'équipe Ops, Dev et même plus haut au niveau de notre CTO, qui avait du mal à comprendre qu'est-ce qui se passait et comment on en était arrivé là. Donc, avec François, à ce moment-là, on a beaucoup discuté parce que c'était le lead de l'équipe Ops et on a essayé de trouver quelques petites choses à faire au début, des petites bonnes pratiques à mettre en place qui sont, vous allez voir, des bonnes pratiques plutôt logiques, un peu d'agilité, pour voir si ça peut pas améliorer le problème. En gros, on a sorti le plan du manager 101 et on a dit ok, on va sortir des gros plans bien standards, mais au moins qui ont fait leur preuve dans le temps. Alors la première chose, c'est qu'on va recentraliser et reprioriser toutes les demandes. Le fameux backlog de l'enfer que vous avez tous quand vous êtes Ops, ceux qui sont Ops connaissent ce fameux backlog qui concerne toutes les migrations de serveurs, les failles de sécurité qu'il faut faire un jour. Les mises à jour énorme. Les mises à jour Les mises à jour, enfin en gros tous les trucs qu'on log tout simplement parce que c'est notre boulot de loguer qu'on doit le faire mais qu'on n'a jamais le temps de faire. Bah, on va prendre ce board là et on va splitter et on va recentraliser toutes les priorités et on va déjà faire une première chose, c'est de vérifier est-ce que certaines choses qu'on a reçues ne pourraient pas être faites par des devs. Si on est dans une philosophie DevOps, c'est-à-dire que théoriquement on est censé avoir un langage commun, pouvoir communiquer avec les devs, est-ce qu'on peut pas rebalancer de la charge sur notre équipe de devs qui est au moins 4 fois plus nombreuse que nous. Donc c'est la première chose qu'on a fait, aussi en refaisant une passe avec le CTO, quelles choses sont vraiment urgentes. La deuxième chose aussi, c'est essayer de réanalyser toutes les demandes qui étaient vraiment ops-oriented en se demandant est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup qu'on pourrait vraiment mettre dans un coin, qu'on pourrait supprimer, de refaire un bon gros clean de notre board et surtout arriver à donner une vision de pas la totalité de notre travail mais tout ce qu'on va faire en commun avec les autres et après se refaire prioriser les choses qui nous concernent nous directement et que nous dans un autre board. Comme ça donnera une impression moins de foutoir, d'avoir un espèce de board géant dans lequel on a 250 demandes alors qu'en fait sur les 250 il y en a 150 qui sont internes, qui sont des choses qu'on devrait faire à terme et qu'on n'a juste pas le temps de réaliser. Donc ça c'est les premières choses qu'on a fait. Et tout ça, en fait, on s'est dit, on va aussi essayer d'améliorer la communication entre les équipes. Et la communication entre les équipes, c'est de manière très simple, c'est d'essayer d'avoir une logique de communication entre deux équipes qui soit homogène. En fait, on s'est rendu compte que moi, j'avais une connaissance de la plupart des applications sur la partie DevOps, mais en fait, je l'avais parce que j'avais une mauvaise manière d'avoir mon levier de communication. C'est qu'en fait, Tamo, c'était un endroit où il y avait beaucoup de gens qui venaient des communautés de Montpellier, notamment du JUG dans lequel je suis organisateur, et j'avais beaucoup de développeurs qui étaient organisateurs du JUG aussi. Du coup, bah en fait, on allait boire des bières très régulièrement par semaine, 2, 3, 4 fois, 5 fois des fois, et du coup, en fait, j'apprenais ce que faisaient les applications à la bière. C'est-à-dire qu'en fait, en discutant du travail qu'on faisait chacun le soir, je savais ce qui se passait. C'est-à-dire que dans l'équipe, je savais et je pouvais donner l'information. Mais en fait, le problème, c'est que le levier de communication n'était pas le bon. Je n'ai pas à devoir aller prendre un pot avec des collègues pour savoir ce que fait une application et savoir ce qui va arriver. C'est-à-dire quels sont les prochains chantiers qui vont arriver, comment on va transformer le SI. C'est là où on a dit qu'il fallait qu'on change le levier de communication. Alors après, effectivement, on s'en est rendu compte bien malgré nous, mais c'est aussi un moyen de dire on va faire en sorte d'avoir tous le même niveau de communication au sein de la société. Ops aussi. Bon, Estelle aussi, c'est le moment où elle s'est dit c'est génial, à partir de là, je vais pouvoir commencer à mettre des trucs à moi en place. Moi, c'est vrai que quand il m'a dit qu'il faut améliorer la communication entre des équipes, je me suis dit ok, ça veut dire qu'il y a des problèmes d'un côté qui ne sont pas écoutés de notre côté et vice-versa. Donc je me suis dit chouette, je vais pouvoir faire un petit atelier, en l'occurrence un atelier qui est plutôt de type agile, qui s'appelle le Speedbot. Est-ce que vous connaissez? Non? Ah oui, non. Alors je reprends depuis le début, c'est un atelier qui est très très simple à mettre en place. C'est un atelier, donc je vous ai dit agile, mais qui est spécialement fait pour les rétrospections. Ils en font du bruit. Donc du coup, au niveau des rétrospections, en agile, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de poser qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qu'elle nous a porté, nous, sur le bateau? Qu'est-ce qui s'est mal passé, qui a fait un petit peu ralentir le projet, c'est-à-dire mon encre, mais mon frein? Et on va essayer de lister ce qu'on pourrait faire à l'avenir pour atteindre notre idéal, qui est cette superbe île déserte. Et donc, du coup, quand on fait cette rétro, normalement, il y a plein de choses qu'on arrive à déceler, et on fait un plan d'action avec les quelques améliorations qu'on a trouvées. Avec François, on s'est dit ça pourrait être chouette de le mettre à un moment donné pour que les développeurs puissent faire des remontées sur ce que faisaient les DevOps. En l'occurrence, on avait fait une journée de formation par rapport à un outil de monitoring que François et l'équipe DevOps voulaient mettre en place. Et ils avaient fait une journée entière et j'avais dit à tous les développeurs, écoutez, à la fin de votre journée,
vous passez, mettre votre petite post-it et nous dire qu'est-ce qui s'est bien passé, mal passé et qu'est-ce qui aurait pu être mieux. Donc on a fait ça et je vous avoue que ça a été super parce que la qualité des retours ont été au top. On le voit, il n'y avait pas beaucoup de post-it sur l'écran d'avant, mais en termes de retour, les gens qui avaient pris le temps et qui avaient joué le jeu avaient été vraiment très précis, avaient donné vraiment des insights pour nous qui étaient très concrets, très bien. Par contre, à défaut, vu que c'était un peu posé à la fin de la journée, dans un coin, il n'y avait pas de personnes pour organiser ça, et que chacun avait un petit peu oublié l'existence du tableau finalement, on n'en a pas eu beaucoup de retours, et ça c'était dommage. Donc le type d'atelier, oui, mais la manière dont ça a été mis, non. Donc si un jour vous le refaites, faites-le vraiment avec tout le monde, et donnez-vous, je sais pas, un quart d'heure pour que tout le monde le fasse, et se mettre autour de ce fameux tableau de retour. C'est un outil qui est très utile, qu'on a bien utilisé tout simplement parce qu'on a l'habitude de le mettre après une rétro de sprint, parce que c'est dans la méthode agile, etc. Là, on l'a mis dans un autre cadre qui est l'outil de monitoring. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que les retours concernés, qu'est-ce que les gens n'ont pas apprécié, qu'est-ce que les développeurs n'ont pas apprécié dans l'outil de monitoring qu'on était en train de leur imposer. Parce que côté Ops, on avait fait notre outil de monitoring. Donc du coup, on a eu des retours très qualitatifs sur ces trucs-là sont des trucs un peu chiants, mais on a eu des trucs aussi ultra qualitatifs dans le sens non, il y a certaines routes qu'on va utiliser, certains protocoles qui sont pas utiles, etc. Et nous, ça nous a donné beaucoup d'insights. Et après, vous pouvez aussi le faire sur des releases. C'est ultra intéressant parce que ça permet d'avoir chaque interaction qui peut être sur lequel on peut avoir une rétro et avoir des vrais retours utilisateurs des devs sur qu'est-ce qui va bien et qu'est-ce qui va pas. Donc au final, on est bien. Là, on commence à être bien en termes de communication. Ouais, enfin moi je suis pas d'accord. Parce que c'est bien, maintenant on arrive à peu près à communiquer, sauf que en fait mon développeur il sait toujours pas ce que je vais faire côté des Ops, et moi côté Ops je sais toujours pas ce qu'il va faire côté développeur, et ça me pose un souci dans ma philosophie DevOps, parce que j'aimerais quand même qu'on arrive à être aligné en fait. C'est-à-dire que le DevOps c'est communiquer, c'est casser le mur de la confusion, mais c'est aussi aligner nos objectifs ensemble. Et là j'ai toujours pas d'alignement sur mes objectifs, donc comment est-ce qu'on va faire ça? On va passer au niveau 2. Et là, vous allez voir, on va commencer à rentrer sur des ateliers un peu plus poussés qui va permettre de faire amener les deux équipes à réfléchir ensemble. Alors la première chose qu'on a fait, c'est encore de la gestion de management, mais c'est ultra important, c'est de dire qu'on va intégrer les objectifs d'automatisation à la roadmap. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va intégrer des objectifs DevOps ou Ops en tant que features qui ont une valeur au sens produit. C'est très important de se dire que, en fait, si jamais vous rentrez dans une vraie culture DevOps, ben, en fait, pendant très longtemps, si vous ne mettez pas vos features d'automatisation, vos features Ops dans votre roadmap en tant que features qui ont une plus-value pour la société, en fait, vous ne faites que mettre en avant la partie développeur et la partie développement de l'application et jamais la partie opération. Une feature, le fait de réaliser de la résilience sur un serveur, d'améliorer le système de déploiement, c'est quelque chose qui a de la valeur pour votre produit et votre société, dans une philosophie DevOps. Du coup, il faut absolument intégrer ces objectifs-là, et nous, c'est ce qu'on a fait. On a pris ce que nous, on voulait faire, on les a fait prioriser, et on les a fait intégrer dans la roadmap, et on a aligné notre roadmap sur celle des devs. C'est-à-dire qu'on avait des objectifs, quand les devs faisaient 2 ou 3 roadmaps, enfin 2 ou 3 sprints, bah nous, dans les 2 ou 3 sprints, on devait avoir réussi un objectif particulier par rapport à ça. Et du coup, ce qui fait que quand on regarde le planning, même côté CTO, on arrive à voir que, oui, côté Ops, c'est pas seulement que de la réaction par rapport à ce qui se fait côté développeur, c'est également, ils ont du travail en interne. La deuxième chose qu'on a fait aussi, c'est de prendre justement par rapport à cette roadmap, ça a fait émerger le point que ce qu'on peut faire, c'est que chacune des cartes qui va être développée, chacune des features qui est censée partir dans la roadmap, on peut l'analyser à savoir, est-ce qu'on peut pas savoir à l'avance, est-ce que vous aurez besoin de l'équipe Ops quand vous allez la réaliser? Parce que ça arrive très souvent, le problème quand on est opérationnel, pour ceux qui le sont, je pense que vous devez connaître ce problème-là, le problème on se reprend des tâches à la volée qu'on n'avait pas du tout anticipé, tout simplement parce que les développeurs avaient oublié de prévenir qu'il y avait besoin de l'équipe opérationnelle. Et du coup, en fait, ça c'est juste une manière de dire on va faire une grosse passe au début de la roadmap et on va regarder chacune des features, et chacune des features on va dire est-ce que vous aurez besoin des DevOps? Oui, non. Juste pour faire du capacity planning en fait. Mais rien que faire ça, c'est très important parce qu'au moins on a une visibilité à terme de comment les gens vont travailler ensemble. Et pour sublimer tout ce qu'a dit François, c'est-à-dire ces nouvelles features intégrées à la roadmap, ce vrai engagement aussi au niveau du produit et d'avoir de l'Ops dans du produit, on a voulu le matérialiser sous forme d'un élément qui était présent pour tout le monde dans la société. Et c'est là où, hop,
on a créé la roadmap board. En l'occurrence, c'est une board où chaque post-it à gauche correspond à une tâche produit, à une grosse feature. Alors, c'était plutôt des epics, c'était pas des user stories. Une epic, c'est un regroupement de plusieurs user stories. Et on va mettre les équipes. Alors, vous les voyez pas beaucoup, mais à chaque tâche, vous avez des équipes avec des petits blasons. En plus, c'est fun, c'est-à-dire que chacun a choisi son petit blason. Et on va noter et mettre les blasons de toutes ces équipes, donc front, back. Nous, on avait un bidder, donc il y avait une personne du bidder. Et ensuite, DevOps. En l'occurrence, là, il y avait une première tâche. Youhou! Mais ce que ça montre, c'est que chaque matin, quand on passait devant ce tableau-là, on se disait « Ah ouais, cette feature, à un moment donné, je vais devoir utiliser l'équipe DevOps pour pouvoir déployer. » Ou « Ah ouais, à ce moment-là, il va falloir que j'ai... je sais pas, certaines KPI, il va falloir que les DevOps m'aident à les mettre en place, je sais pas. Ok, à ce moment-là, il faut que j'aille les voir. Et ça permettait de créer cette discussion bien en amont que ces 2 jours que présentait François en disant on a besoin de vous maintenant. Non, maintenant, c'était plus le cas. C'était un petit peu central, c'était vite fait. C'était, vous le voyez, il y a 3 colonnes pour le to do, doing, test and done. Enfin, test and done, c'était vite fait, quoi. Mais en gros, on avait vraiment cette émulsion autour de ce board. Chaque début de roadmap, on présentait les tâches, on mettait les petits blasons tous ensemble et on avançait ensemble. Ensuite, on a remarqué que même si on avait ajouté cette visibilité-là, avec toutes ces tâches et toutes ces équipes, il y avait quand même des points de friction assez forts. Le plus gros qu'on avait chez nous à Tammo, c'était, je pense que ça va être commun chez vous, moi je suis développeur et du moment où je veux mettre en prod, j'ai trop de problèmes, quoi. C'est l'apothéose, j'en ai marre, je mets presque 2 jours à déployer ma feature, c'est une horreur, vous êtes jamais dispo, et puis en plus ça crache, etc., etc. Il y avait beaucoup de frustration par rapport à ça au niveau des devs, et les DevOps en avaient marre d'avoir ce genre de retour, parce que pour eux, ils faisaient du mieux qu'ils pouvaient. Donc ce qu'on a fait, on a pris quand même 1 heure, imaginez, 30 personnes, donc on va dire 20 devs, les 3 DevOps et moi, le CTO, voilà, tout le monde. Et on les a mis autour d'une table pour faire un nouvel atelier, pour essayer de parler de cette problématique-là. Et on a fait un jeu des 5 pourquoi. Donc en fait, c'est assez simple, les 5 pourquoi. Vous prenez votre problématique, vous posez la question pourquoi j'ai ce problème-là. Vous répondez sur le premier post-it. Ensuite, sur ce post-it-là, vous vous reposez la question pourquoi j'ai ça. Pourquoi j'arrive à ce constat-là, et vous réitérez ça pendant 5 fois. Et ce que ça nous a permis de faire, c'est que les problèmes qu'on avait toute la journée qui gravitaient, qui étaient remplis des fois de mauvaise foi, de frustration, de colère, ça nous a permis d'avoir réellement la source du problème. Qu'est-ce qui n'allait pas? Au lieu de rester sur une espèce de nuage de frustration. Ouais, en gros, on a pris ça. En plus, on a pris pas du tout une question ultra vague. On a beaucoup de problèmes du moment au commit ou jusqu'au moment où on va en prod. Donc, on a bien visé bien large. Et on a eu plein de retours qui étaient super intéressants dans le sens où, en fait, ça permet de vraiment challenger la problématique. Typiquement, un exemple, une des problématiques qu'on a quand on pose la question. Alors, on a tous des problèmes du moment au commit jusqu'au moment où ça va en prod. Quel est ton problème principal? Le problème principal, c'est que l'application, quand je la déploie sur la dev, elle crache tout le temps. Dès que je commit, ça va sur la dev, elle est pas stable, ça arrête pas de cracher. Ok, pourquoi ça arrête pas de cracher? Simplement parce que le serveur au moment du déploiement était down. Ok, alors pourquoi est-ce que c'est un problème que le serveur soit down et qu'il mette X temps à être rebooté, etc. Parce que en fait, j'en ai besoin pour tester une feature. Pourquoi tu en as besoin pour tester une feature? Tu peux pas le tester sur ton poste. Non, parce que j'ai besoin aussi d'avoir un environnement sur lequel les bacs ont également posé la même feature qui est une story qu'on a en commun et je dois tester en commun. Ok, alors pourquoi ça c'est un problème? Parce que les bacs sont incapables de me donner un truc qui va tourner sur ma machine avec une feature qui n'est pas sur la dev. Donc en fait on est parti d'une question de base, une erreur de base qui était en gros la dev est instable, chose qu'on avait tous les matins sur lequel on allait rebooter tous les serveurs et sur lequel on se prenait la tête à l'automatisation. Arrivé à la fin à la question qui est en fait ce que tu veux c'est que le mec soit capable de te compiler un Docker, de te filer une image Docker et de pouvoir runner le back sur sa machine pour pouvoir faire un test. Donc en fait on a complètement retourné le process. Et ce qui est intéressant aussi c'est quand on met toutes les problématiques les unes ensemble, on peut les regrouper. En effet, ouais, là, ce que vous voyez sur le tableau, c'est qu'une fois que tout le monde avait fait ce jeu-là des 5 pourquoi, on les a regroupés et on a essayé de les catégoriser. Alors là, vous ne le voyez pas trop au niveau de l'image, mais c'est pas grave. Mais là où il y a le plus amas de post-it au milieu, c'est le manque d'environnement, le manque de ressources. Et c'est ça vraiment qu'on a ressorti et qu'on s'est dit, ok, il faut qu'on agisse à ce niveau-là. Mais après, vous ne le voyez pas, mais il y a plein d'autres sujets
qui sont apparus et sur lesquels on avait directement notre priorité finalement. Il y avait 3 regroupements de post-it sur un sujet, 1 ou 2 sur d'autres sujets, et finalement ça nous donnait notre roadmap pour les DevOps pour essayer de régler ce problème-là avec nos priorités. Donc comme quoi, effet qui se coule, effet double, on arrive à avoir tous les retours et en même temps savoir qu'est-ce qui pose problème le plus et qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Au niveau du bilan, pour ma part, c'était super. J'ai joué le rôle de facilitatrice au niveau de cet atelier-là et c'est super intéressant d'avoir tous ces retours. D'ailleurs, si vous tapez pourquoi sur Google, c'est super intéressant aussi. Bref. Après, la seule chose qui était compliquée à notre niveau, c'est qu'on a pris 1 heure de notre temps avec les 30 développeurs, enfin les 30 DevOps. Et je peux vous assurer que c'est pas tous les CTO, pas tous les managements vont prendre 1 heure de 30 personnes, ce qui équivaut à 30 heures de travail. Je dis ça peut-être pour ceux qui sont sur les SS2I ou les ESN, mais en l'occurrence, nous, on avait cette possibilité-là de le faire. Mais voilà, le côté négatif, ça prend beaucoup de temps. Du côté Ops, cet atelier il est super intéressant parce que déjà on challenge énormément tous les écueils des développeurs qu'on a au quotidien qui peuvent nous-mêmes nous frustrer. On a aussi une vision claire de tout ce qu'on doit automatiser qui a vraiment un intérêt pour les développeurs, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on doit automatiser pour nous-mêmes parce qu'on sait qu'on a des problèmes dessus, mais c'est très difficile la plupart du temps quand on veut réussir à améliorer dans une bonne philosophie DevOps le boulot de nos développeurs au quotidien. Si on n'arrive pas à challenger et à vraiment savoir ce qu'ils ont besoin, bah en fait généralement c'est les coups d'épée dans l'eau, donc là c'était vraiment super bien, on a pu avoir une roadmap, je crois qu'on avait à la fin un truc pour au moins 1 an et demi de boulot, et vraiment des trucs qui étaient voulus par les développeurs. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est la meilleure technique pour détecter les erreurs à l'avance. Parce que du coup, avec ça, on a même détecté des choses qui étaient par les développeurs, en fait, qu'on n'avait même pas conscience, en fait, qui ont été remontées. Bon, du coup, en fait, c'est à ce moment-là où Estelle était toute contente parce qu'elle a tout mis en place et voilà. Moi, j'étais contente. Je me suis dit, on a fait 2 ateliers, on a réglé la plus grosse problématique. Pour moi, je pensais que c'était bon, quoi. Communication, ok. Atelier, ok. Ouais, bah du coup, enfin, on y est quoi. On a des développeurs et on a une automatisation dans la roadmap. Ils sont là, quoi. Ils sont c'est présents. génial. Hein. Ils sont Ouais, plus. non, on n'est pas DevOps encore. On a sur un mur. Hein. C'est à moi quand on se tape dedans, hein, généralement. Moi, c'est-à-dire que c'est bien. Hein, on a fait les ateliers. Maintenant, on a mes développeurs. Ils savent que je fais faire des trucs pour l'automatisation. Ils savent à quel moment ils doivent m'appeler. C'est-à-dire que maintenant, ils me le demandent un jour avant. Mais au lieu de 30 secondes avant. Mais quelque part, il me dit toujours tu fais chier en même temps. Donc moi j'ai toujours l'impression d'être un peu la police qui parle aux développeurs ou à l'inverse j'ai l'impression d'être le vieux monsieur qui est en train d'être emmerdé, le mec qui a envie d'apporter de la valeur à la prod quoi. Et du coup le problème avec ce truc là c'est que malgré le fait qu'on ait amélioré la communication entre nos développeurs et nos ops, malgré le fait que maintenant on ait une visibilité au niveau de la roadmap et sur ce qu'ils font, en fait mon développeur en a toujours rien à faire de ce que fait l'opérationnel. Et l'opérationnel en a toujours rien à faire de ce que fait le développeur. Et ça, c'est le plus gros problème en fait. Parce que, en fait, si on veut aller plus loin, en fait, j'ai un mécontentement des devs. Et ça, c'est pas cool. J'ai des tâches très complexes côté opérationnel et côté développeur où les mecs n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe des deux côtés. Et généralement, en plus, même si on a amélioré notre détection de visibilité, etc., la plupart du temps, je sors des solutions qui tapent à côté, tout simplement parce que, en fait, ils s'en foutent, les mecs, ils ont autre chose à faire, ils veulent faire autre chose. Et pareil, côté développeur, quand ils veulent faire certaines solutions, côté opérationnel, on n'est pas réceptif. Et ça, en fait, d'un point de vue purement DevOps, ben, on est sur quelque chose qui est complètement aberrant parce que le problème qu'on a dans la mise en place du DevOps, dans quasiment toutes les sociétés, et nous c'était le cas à Tammo, c'est que pour faire un vrai DevOps efficient culturellement dans votre société et pas juste mettre un flag, vous devez avoir une mise en place vous devez susciter une volonté et un engagement de la part des deux parties, dev et opérationnel, à travailler ensemble. C'est-à-dire un engagement mutuel. Une vraie volonté à vouloir le faire. C'est-à-dire qu'un dev se dit ouais, mes ops ils sont pas là que pour m'emmerder. Et les ops qui se disent non mais les développeurs ils apportent vraiment de la valeur et je peux apprendre beaucoup d'eux en fait. Et ça, pour ça, j'ai eu un parallèle qui a popé dans mon esprit un soir à la bière, après 3 pintes. J'ai regardé Estelle et j'ai dit, au fait, toi, tu fais pas ça à un moment dans ta vie, tu fais pas un truc dans l'UX, tu prends pas des gens qui n'ont rien à foutre en fait de la boîte, en fait, parce que ton client il s'en fout en fait que ta mot ça réussisse ou pas, et tu arrives pas à réussir à l'engager pour qu'il t'aide à quand même réussir à faire des choses pour lui. Si. En effet, c'est vrai que l'UX, c'est un très bon moyen de venir écouter
et de venir extraire le besoin utilisateur et du coup d'essayer de les amener vers une philosophie, d'essayer de les engager vers un produit et de les faire vraiment se commettre complètement dans le produit. Et donc là, on s'est dit, ben, ok, on a fait des méthodos agiles, on a fait quelques petits ateliers. Maintenant, on attaque, on va faire des ateliers UX purs pour essayer d'amener cet engagement, de réfléchir à deux et vraiment lier les deux équipes. Et le premier atelier qu'on a fait UX, c'est l'atelier des 6 chapeaux de Bono. Je pense que vous connaissez peut-être, non, pas du tout. Il n'y a jamais personne qui connaît quand tu parles chez les techs. Arrête de faire J'essaye, ça. Arrête d'y croire, hein, j'essaye. C'est pas ma faute, je suis trop optimiste. ça fait 1 an qu'on l'a fait. Hein. À chaque fois, vous devez connaître le truc. Non. Mais en tout cas, je vais bien vous expliquer, comme ça vous pourrez le remporter chez vous et le faire après avec vos équipes. En fait, les 6 chapeaux de Bono, pourquoi c'est bien? Parce qu'en fait, ça permet de prendre une situation assez complexe sous différents angles, sous 6 angles différents, grâce aux 6 chapeaux que je vais vous présenter. En fait, ça vous permet d'avoir un champ de réflexion inhabituel. Ça permet de vous sortir un peu de votre réflexion, de comment vous voyez les choses. Et en même temps, ça permet d'avoir une vision détaillée du problème, tout en, à la fin, en arrivant sur une solution qui est globale, commune à toute l'équipe. Alors, comment ça se passe dans la vie réelle? Vous prenez bien 1h30, 2 heures, vous prenez une problématique, n'importe laquelle. Nous, c'est des problématiques UX normalement. C'est comment je peux faire pour améliorer la création d'une campagne publicitaire, parce que je fais de la pub, dans mon outil, ou comment je fais pour aller plus vite dans la création, je sais pas quoi. Enfin bref, vous posez votre problématique et vous essayez de l'analyser sous ces 6 chapeaux. Le premier chapeau, c'est le chapeau de la neutralité. Là, autour de la table, toutes les personnes, vous devez être factuelles. Vous devez sortir des chiffres, des chiffres, des faits réels, et vous ne devez pas mettre de sentiments. Qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, vous devez mettre votre chapeau rouge, le chapeau des émotions. Et là, à l'inverse du chapeau neutralité, il faut y aller. Il faut sortir toute votre frustration, toute votre tristesse, votre colère, même des fois, ça fait du bien. Et vous essayez de montrer à toute l'équipe comment vous réagissez par rapport à cette problématique-là. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez pris vos mouchoirs, tout va bien, vous passez au chapeau vert de la créativité. Le plus drôle, enfin pour moi le plus drôle, mais c'est là où vous allez essayer de voir, d'imaginer n'importe laquelle des solutions qui vous passent par la tête. Ça peut être, mais d'une débilité profonde, ça peut être super original, même voire pas du tout faisable, mais c'est pas grave, on se lance et on fait tout ça. Après, on prend le chapeau de pessimisme et d'optimisme. Là, toutes les solutions que vous avez listées auparavant, vous essayez de lister les points négatifs et positifs pour essayer de savoir réellement laquelle sortirait du lot, laquelle serait mieux pour notre projet, tout en ayant un peu le moins d'attraits négatifs. Et à la fin, vous prenez votre chapeau bleu, où là, vous allez essayer d'organiser tout ça. C'est-à-dire, vous reprenez les solutions qui ont émergé, et vous essayez de voir avec tout le monde qu'est-ce que vous pouvez faire pour que cette solution soit mise en place. Ça peut passer par un POC, par une analyse budgétaire si c'est une solution à acheter, par une autre réunion avec le CTO pour qu'il soit avec vous. Ça peut passer par plein de choses. Mais ce chapeau-là, il faut que vous ayez une carte de ce que vous allez faire et où vous allez. Et nous, on l'a fait aussi, du coup, chez Tammo, par rapport à une problématique qu'on avait entre Dev et Ops. La problématique qu'on a choisi de prendre, c'était celle qui était dans le roadmap, c'était le manque d'environnement. Pas de spoil. Bon bah en gros on va attaquer le manque d'environnement. En plus c'est bien, c'est un atelier qui est fait pour essayer d'avoir une approche intéressante sur un problème très complexe. La problématique du manque d'environnement, si vous n'avez pas l'impression que c'est quelque chose de peu complexe, bah en fait c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Ça intervient aussi bien sur la partie budgétaire que sur la partie réseau, c'est la partie split, la partie déploiement, la partie automatisation, enfin ça touche énormément de choses en simultané. Et du coup on s'est dit on va faire ça là-dessus. Donc on prend notre premier chapeau blanc, chapeau de la neutralité. Pourquoi il y a un manque d'environnement? Parce que notre dev elle est instable. Notre dev factuellement elle est instable. On a en moyenne tous les matins 5 à 6 services qui sont rebootés automatiquement parce qu'ils ont craché la veille. On a toujours des problématiques de mise à jour de la donnée. On est obligé d'intervenir au moins 2 ou 3 fois par semaine. On perd à peu près 1 heure de notre journée ou 2 heures de la journée dans toute l'équipe tous les jours pour régler les problématiques de la dev parce que c'est l'environnement nécessaire pour tout le monde pour tester et pour tester les nouvelles features en commun. Donc on a fait un gros plan en disant qu'est-ce qu'il y a eu.
Après, on prend notre chapeau d'émotion. Là, bon, on se lâche. On dit, bon, bah, en gros, côté dev, c'est un gros lâchement de frustration parce que à chaque fois que les mecs commit, ça doit partir sur la dev. Ça y passe pas, il y a des problèmes, ça les ralentit, etc. Grosse frustration. Et côté Ops, c'est plutôt une frustration, mais plutôt du côté désespoir, dans le sens, on a beau essayer, ça fait 1 an qu'on essaye de maintenir ce truc à flot, on n'arrive pas, c'est impossible, on peut pas gérer 2 prods en simultané, parce qu'en fait, le niveau attendu sur la dev qu'on avait, c'était le niveau d'équivalence d'une prod. Ils voulaient un truc qui soit uptime 100% et qui ne faille jamais. Ce qui n'est pas le cas d'une dev, c'est le cas d'une prod. Donc une fois qu'on a fait toute notre partie, qu'on a bien vidé notre sac, on est parti sur notre chapeau vert. Alors moi je me suis dit, bon s'il n'y a plus de prod, il n'y a plus de problème. On n'a pas retenu cette solution là bizarrement. Après c'est là où toutes les solutions ont pu être envisagées, de dire qu'il n'y a plus de dev, qu'on teste directement en prod, qu'on va stabiliser une dev parfaite, qu'on va avoir des devs qui gèrent eux-mêmes les environnements et qui vont gérer eux-mêmes de l'infrastructure, que les devs soient capables de lancer des stacks à la volée, qui soient réduites. On a imaginé plein de choses et après on a fait plein de choses les unes derrière les autres. On a aussi fait dans la créativité des parties techniques. Est-ce qu'on fait du cloud public, du CLEAS, du PaaS, du IaaS? Est-ce qu'on paye des gens pour venir le faire? Enfin, on a pris tout ça et on a pris nos 2 chapeaux dans et jaune, optimisme, pessimisme, et on a dit bah ok, c'est quoi les avantages et les solutions de tout ça. Donc on a fait un gros listing, je vous raconte pas, c'était 2 heures, je vais pas vous le citer parce que c'est chiant. Et en gros on a pris une solution, on a fait un choix en disant on veut que les développeurs soient capables de lancer eux-mêmes leur stack applicative en allant sur un site ou sur Jenkins, qu'ils aient juste un bouton à cliquer, qu'il y ait 4 ou 5 paramètres qui correspondent aux besoins fonctionnels moyens de nos développeurs et que ça démarre dans un intervalle de à peu près 30 minutes maximum et que ce soit disponible. Donc une fois qu'on a choisi aussi comment on allait faire ça techniquement, ce qui prend pas mal de temps, on a pris notre battle plan, on a fait alors ça va coûter tant au développement, on va avoir besoin de telles choses chez les développeurs, on va avoir besoin de tant d'investissement en temps, on va avoir besoin de tant de temps en roadmap, etc. Donc on a sorti le gros battle plan qui nous a permis d'arriver devant le CTO en disant voilà, c'est comme ça qu'on va régler les problèmes d'environnement, ça va coûter cher mais ça peut rentrer. Donc grâce au chapeau de Bono, petite blague. Merci pour les sourires parce que j'en ai pas d'habitude. Je cautionne pas cette blague depuis le début. Donc grâce au chapeau de Bono, alors c'est pas Bono qui l'a inventé, mais c'est vraiment un monsieur qui s'appelle Monsieur Bono. Mais grâce à ces chapeaux, vous l'avez vu, il y a eu beaucoup de débats, il y a eu beaucoup de choses qui sont ressorties, autant côté dev que côté ops. On s'est mis autour de la table et on a parlé, les 2 équipes, vraiment main dans la main, et pour trouver une solution commune. Et c'était vraiment ça le but, et ça a marché. Le seul point négatif que moi je retiendrai, c'est que j'étais donc facilitateur, c'est la personne qui essaie de cadrer un petit peu, de noter et de voir que le débat tourne bien entre toutes les personnes. Et je vous avoue que c'était très compliqué, parce que qui dit sujet très compliqué avec beaucoup de liens vers plein de choses, tu l'as dit au début, faut souvent dire écoutez les gars, stop, je pense que là cette discussion là vous pouvez l'avoir après, ou attention là on sort un peu du scope. Et du coup, il fallait que je dise même on fera un autre atelier plus tard pour que vous en discutiez parce que y a beaucoup de choses à sortir. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était vraiment une perle rare cet atelier, et vous pouvez même l'utiliser pour plein d'autres choses, même tout seul, ça marche aussi. Et ça a donné vraiment quelque chose qui a été exploité et dont le CTO a validé et où on est allé vraiment dedans tous ensemble. Ouais, alors c'est un atelier qui est quand même compliqué parce que c'est un atelier qui est fait quand même pour penser par des designers et des produits, donc des gens qui n'ont pas ou peu de contraintes techniques initialement quand ils font leur idéation, alors que nous on Fais était gaffe sur à ce que tu dis. bah, pas ou peu de contraintes techniques. Par rapport à nous, on avait une problématique qui était quelque chose qui était extrêmement technique initialement et qui était donc extrêmement lié à beaucoup de choses techniques, et du coup on est obligé de se faire recadrer très régulièrement parce que le problème c'est que la technique prend le pas sur le besoin. Par contre, c'est très intéressant parce qu'avec quelqu'un pour se faire remettre dans le droit chemin, ça permet de garder le besoin au cœur du problème et à essayer de trouver la solution la plus adaptée aux besoins. Ça, c'est vraiment la partie la plus intéressante de cet atelier. Après, c'est vrai que l'atelier est frustrant quand vous parlez d'un truc très technique parce que vous avez tendance à déborder, mais justement, le gros intérêt de l'atelier, c'est d'éviter que vous débordiez et que vous partiez en tous les choses. Quand on parlait d'environnement, je vous laisse très bien imaginer qu'on a commencé à parler de comment on allait gérer le stockage, comment on allait gérer le network, comment on allait gérer ce genre de choses. Et en parlant de ce genre de choses, on oublie le besoin initial qui est qu'est-ce qu'on veut réussir à faire pour notre développeur. Et ça, l'atelier a permis de nous remettre au cœur du problème tout le temps. Donc ça, c'était bien parce que du coup, en faisant ça avec des devs, on a réussi à avoir une vraie communication et un vrai engagement des 2 parties, parce que là, on a des développeurs qui savent qu'on va faire quelque chose pour régler un de leurs problèmes, qui ont compris pourquoi et comment on allait régler le problème, de quelle manière, et qui étaient prêts à aider parce que vraiment c'est quelque chose qui allait tout changer pour eux d'un point de vue quotidien. Et donc là, on a vraiment quelque chose qui ressemble à du DevOps. Donc en fait, on a pris de l'UX pour bien
identifier les problématiques des développeurs et donc nous sortir quelque chose de vachement plus DevOps dans l'approche culturellement dans notre société. Donc moi j'étais en mode c'est bon, on est bien, si on continue à faire des trucs comme ça, on va pouvoir faire du DevOps. Et moi, je voulais pas m'arrêter parce que je me suis dit, c'est chouette, on a fait un atelier UX, on pourrait peut-être continuer. Et en plus, j'avais décelé dans l'équipe de DevOps, enfin de DOps du coup, qui avait été renommée DevOps, qu'il y avait un manque extraordinaire de se projeter aussi dans l'équipe de Dev. Vu qu'ils étaient assez souvent seuls et qu'ils réfléchissaient seuls à leurs problématiques, ils avaient du mal à imaginer qu'est-ce que voudrait notre développeur, à quoi il pense et qu'est-ce qu'il veut. Et j'allais pas faire des ateliers tous les jours parce que je vous avoue, c'est time consuming, mais pour moi aussi, ça faisait que je pouvais pas bosser sur mon vrai métier de product owner. Donc je me suis dit, pourquoi pas leur faire un petit persona de développeur. Est-ce que le terme persona vous dit quelque chose? Un peu plus que les 6 chapeaux de Bono, j'imagine? Non, je vois la... alors, un persona UX, qu'est-ce que c'est? Ça permet de représenter une cible d'utilisateur sur laquelle vous voulez que votre produit soit vendu et soit utilisé dans un seul template en essayant de personnifier cette cible-là via la création d'un persona. Donc ce persona-là, il a plusieurs... le persona UX et tous les personas que vous allez voir, il a plusieurs... il a un template particulier, c'est-à-dire qu'on essaie de le personnifier comme je vous ai dit, donc on lui met souvent une photo, on lui met souvent son âge, qu'est-ce qu'il fait, sa petite histoire, comment il va utiliser la solution, côté UX, quel est son niveau, au niveau de son expertise, du domaine, etc. Et grâce à ça, ce qu'on fait, nous, quand on est product owner ou UX designer, on les affiche, ça, vraiment, pour que tout le monde les voit. Et à chaque fois qu'on a une nouvelle feature, on se dit, OK, comment va réagir cette personne par rapport à ma fonctionnalité? Comment je dois réfléchir à ma fonctionnalité pour que ça corresponde bien à notre persona et pour qu'on aille dans le bon chemin et que cette personne soit super heureuse de l'utiliser. Et du coup, je voulais faire pareil avec les devs. Je me suis dit, je ferais bien un persona de dev que j'afficherais bien au mur pour laisser aux DevOps en disant, voilà, chaque fois que vous voulez faire quelque chose pour les devs, regardez votre persona. Donc ça, c'était le but. Sachez qu'en plus, les personas côté UX ou côté marketing, on n'en fait que 3-4 grand maximum. Parce qu'après, vous savez, si on fait des milliers de cibles utilisateurs, on ne va pas y arriver. Donc on essaie de se concentrer sur 2-3 cibles. Et moi, je me suis dit, comment je vais faire pour créer des cibles de développeurs? Comment pouvoir les catégoriser? Avec l'équipe DevOps, on s'est pris un tableau blanc, on a pris nos post-it et on a listé un peu toutes les typologies de développeurs qu'on avait. Dans la première colonne, on a juste expliqué les équipes qu'on avait. Les backs, les fronts, le CTO, les personnes du product, etc., etc. Après, on a essayé de lister toutes les mentalités de dev concernant le Ops. Par exemple, le dev qui dit moi, ça ne me concerne pas le côté Ops, c'est pas mon problème. Ou moi, ça m'intéresse, mais je sais pas comment m'y prendre. J'aimerais bien travailler un peu plus avec les Ops, mais je sais pas. Ou encore les experts où vous savez que c'est un dev qui adore faire ça, un peu comme François au tout début, adore se mettre les mains dans le cambouis, aller des côtés Ops, aller dans le déploiement, mettre en place des CI, etc., etc. Donc là, on a commencé tous ensemble à lister tous ces comportements. On les a regroupés comme ceci. Et on a utilisé un principe de dot voting. Vous voyez ces petites gommettes? En fait, simplement, j'ai dit à chacun, vous avez 5 gommettes, ou 6, et vous devez les mettre sur les cartes, sur les post-it qui vous semblent les plus révélateurs pour vous, ceux qui sont les plus importants. Le dot voting, c'est super intéressant du moment où vous avez plein d'idées et des personnes, vous leur donnez un nombre, un poids, et il vous dit combien... c'est chaque personne qui va venir mettre ses petites gommettes au bon endroit. Sachant qu'une personne peut mettre 2-3 gommettes s'il a un post-it qui est super intéressant. Par exemple, il y a un profil expert, il a eu 3 gommettes. Côté un membre de l'équipe Big Data a eu aussi 3 éléments parce que les membres de Big Data, les membres de l'équipe de Big Data travaillaient beaucoup avec les Ops et étaient vraiment main dans la main pour tout ce qui était mise en prod. Donc du coup, c'est un profil qui était super important pour eux. Donc on s'est dit, on va attaquer par le profil Big Data expert. Celui qui a envie de donner, qui donne déjà, qui connaît l'univers Ops et qui en plus a envie de venir les aider. Ok, donc pour ça, on a continué, tous les Ops et moi, à faire un atelier où, en fait, j'ai simplement dit, essayez d'imaginer un persona et je vous essayais de compléter ce persona, de le décrire.
Donc là, en termes de catégorie, j'avais un peu changé mon persona UX, que j'avais essayé de rendre un peu plus dev technique. Et j'ai créé, par exemple, donc son histoire, il y avait son but, il y avait son expérience en déploiement, en build, en monitoring, en orchestration, ses freins, ses peurs. Pourquoi il ne va pas plus vers les ops? Qu'est-ce qui l'empêche? Est-ce que c'est la technique? Est-ce que c'est des concepts? Est-ce que c'est les personnes? Je ne sais pas. Les influences, c'est-à-dire qu'est-ce qui ferait que cette personne, ce dev, pourrait venir un peu plus, quelles sont ses influences de manière globale, et la bonne surprise, c'est-à-dire qu'est-ce qui serait super bien pour lui de faire de l'ops, quelles seraient un peu les valeurs ajoutées à faire un peu plus d'ops. Et donc on a fait ça avec les ops, on a essayé de lister tout ça, et on en a créé un profil. Ta-ta-tan. Voici Jean. Alors Jean, c'est notre data engineer, donc big data, qui est expert en DevOps, en tout cas qui adore qui aime bien mettre les mains dans le cambouis, comme je disais. Il est passionné de big data, mais il aurait quand même aimé préférer être un révolutionnaire anarchiste nihiliste. Rien que pour vous peindre un petit peu notre Jean. Alors Jean, il a 41 ans. Au niveau de son histoire, il est assez âgé, hein, notre Jean, hein, du coup. Il a des enfants, il est divorcé, il a fait des études de maths sup étant très très jeune et il adore la nature. Il fait énormément de veille techno et d'ailleurs, il est passé de dev à data engineer parce que c'est quelque chose qui l'a fortement intéressé. Il adorait tout ce qui était data. Vous voyez là, rien que quand je dis son histoire, vous êtes intéressés. Ça sert à ça, les personas. Ça sert à vraiment créer vraie personne à qui on va penser, on va se remémorer. Par exemple, quand on parlait de Jean après dans l'équipe, c'était « Ah oui, Jean, qu'est-ce qu'il ferait ?» Voilà, ça sert à ça. Après, on peut rentrer dans le technique, mais tout ça pour dire que c'est une personne qui est entière, qui aime bien mettre les mains dans le cambouis, comme je vous disais, on l'a rajouté ici, aime bien gérer tout ce qu'il fait de A à Z, de son développement jusqu'au déploiement, et qu'il n'a pas peur de venir les embêter et de venir essayer de faire un peu plus de veille techno pour comprendre et essayer de faire un peu plus de tâches. Oups. Donc clairement, ce Jean, il a été génial pour plusieurs raisons. La première raison, c'est côté UX, ça a eu un super résultat et on a vraiment réussi à créer ce personnage de dev. On aurait dû en créer plusieurs, mais rien que Jean, imaginez l'impact. C'est-à-dire que pour notre journée de monitoring, vous savez, la toute premier truc du speedbot là, que je vous parlais, où il y avait quelques retours, mais pas beaucoup. Imaginez, on aurait eu Jean avant. L'équipe DevOps aurait pu se dire « Ah ouais, mais Jean, peut-être qu'il va pas aimer d'avoir une formation de une journée sur le monitoring, vu qu'il est un peu expert, il connaît déjà un peu le truc, il a peut-être pas trop de questions, on va pas l'impacter une journée de son temps de dev à faire que ça. » Donc peut-être que pour des profils comme Jean, on va faire peut-être une foire aux questions à la fin de la journée pour venir voir quelques petites questions qu'il avait, qu'est-ce qui l'embêtait, qu'est-ce qui le gêne, est-ce que tu veux voir quelque chose rapidement? Oui, je suis là, ok. Et là, il aurait été beaucoup moins frustré, notre Jean, parce qu'il aurait gagné bien 5-6 heures de sa journée. Donc voilà, il faut imaginer que ce genre de choses, il faut en créer autant de profils, il faut créer autant de personas que vous avez de profils impactés, et il faut essayer à chaque fois que vous faites une solution ou que vous essayez d'imaginer une solution pour les développeurs, dire ah ouais, qu'est-ce que lui il voudrait ou comment lui il va l'utiliser. Ouais, alors chez nous, le bilan est plus mitigé quant à l'atelier initialement. Déjà, tout dit parce qu'on n'est pas habitué à faire cet atelier, c'est-à-dire que Estelle est très emballée là de suite parce que c'est des personas. C'est par les personas en UX, oui, voilà, c'est un truc que eux ils font tout le temps, ils adorent ça. Vous parlez à un off, enfin, déjà vous, je pense que déjà ça vous paraît beaucoup plus nébuleux un persona. Imaginez qu'on vous mette dans une salle pendant 3 heures, on va dire on va faire un persona. On n'est pas du tout habitué à cet exercice, c'est très difficile de se projeter. Globalement, je pense que j'ai été le meilleur élève grâce à la simple et bonne raison que je suis un énorme nerd et que ça fait 15 ans que je fais du jeu de rôle. Du coup, j'ai une plus grande capacité à me projeter sur quelque chose d'autre que je ne maîtrise pas initialement, mais c'est quelque chose de plus difficile. Après, le résultat est excellent, c'est très utile, ça permet vraiment à chaque fois de se poser la question quand on fait quelque chose en gros, d'avoir des profils types sur lesquels on peut bêta-tester dans notre esprit les trucs qu'on est censé faire. Par contre, la réalisation est très 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 difficile dans les premiers temps parce que c'est vraiment pas un exercice sur lequel on est habitué. Maintenant qu'on vous a montré plein d'ateliers, plein de choses, on va essayer de faire un petit bilan pour que vous essayiez de repérer qu'est-ce qu'on va vous laisser de ce talk, de ces 40 minutes de talk. Alors,
Faut le Déjà, dire, on hein. n'est pas mort. Déjà, on s'est pas tué l'un l'autre en travaillant ensemble parce que je sais pas si vous imaginez quand vous avez un lead, quand vous êtes lead ops dans une équipe et qu'on vous dit qu'on va faire venir le PO de la boîte parce que vous travaillez mal. On part sur des bases qui sont pas ultra saines en termes de communication. De Et collaboration. voilà, c'est ça. Et autant Estelle est quelqu'un de très gentil, autant moi je suis un espèce d'enfoiré de base. Du coup, ça aurait pu très mal se passer. Donc déjà, on a réussi à travailler ensemble et on a réussi à faire cohabiter deux univers ensemble. Ensuite, vous l'avez vu, on vous a présenté un bon nombre d'ateliers, de bonnes pratiques sur chaque niveau, c'est-à-dire du moins coûteux au plus coûteux. Et on a remarqué en fait que chaque niveau avait finalement son intérêt. C'est-à-dire que les premières bonnes pratiques qu'on a fait, c'était vraiment pour améliorer cette communication-là. Les deuxièmes typologies d'ateliers qu'on vous a présentées, c'était pour amener de la visibilité de l'équipe Ops dans l'équipe Dev et même au niveau produit et niveau CTO. Et pareil, le dernier niveau, c'était pour amener cet engagement entre les deux parties afin qu'ils travaillent main dans la main et qu'il n'y ait plus de soucis de communication, même de visibilité. Clairement, moi, ça me réconforte dans le sens où je veux dire que l'approche UX que je vous ai présentée, ça conforte que c'est quand même assez intéressant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais entre la roadmap board, les 6 chapeaux de Bono, les 5 pourquoi, les personas, le speedbot, tout ça fait partie d'outils que moi j'utilise au fur et à mesure dans chaque étape. Comme quoi tout est possible et ce parallèle finalement a bien fonctionné. Donc, ce qu'on voudrait vous dire, c'est que c'est qu'on a vraiment amélioré cette communication. Je vais faire de la paraphrase de mon dernier slide, mais ouais, en termes de communication, visibilité et engagement, ça a vraiment soulevé toutes les personnes de notre équipe. En fait, faire ça, ça a permis d'amener vraiment une culture DevOps au sein de la société et pas seulement dans le sens où maintenant les gens se voient et voient quand ils vont dormir ensemble, mais un vrai engagement. Ce qu'apporte l'engagement, c'est que quelque part, on a une volonté d'avancer ensemble, on va s'aligner sur des objectifs parce qu'on se comprend et aussi on a de la reconnaissance du travail de l'autre. C'est très difficile initialement quand on travaille et qu'on est sous l'eau, que ce soit une équipe ou une autre, de se sentir reconnu par l'autre, tout simplement parce qu'on est sous l'eau et si on est sous l'eau, bah en fait on se prend de plus en plus de pression et on n'a pas l'impression d'être reconnu pour son travail. Quand on met de l'engagement, forcément, on a aussi une empathie qui se crée entre les deux équipes et du coup les deux arrivent à peu près à se comprendre et à se dire ok, je comprends pourquoi il est sous l'eau, faut peut-être que j'allège la charge ou faut peut-être que j'aille l'aider. Et ça change beaucoup de choses. Et après, ça fait aussi des gains sur toute la société en termes de temps, de management, etc. Parce que dès qu'on a un canal de communication qui existe entre deux équipes, ben, on n'a pas besoin de mettre de management en fait réellement au-dessus. On n'en avait pas d'ailleurs. Bon alors par contre, on n'a pas pris de l'UX direct comme ça, on a dû faire un petit changement. Tout simplement parce qu'il y a des petits trucs qui passent pas de la même manière. Alors le premier gros problème quand vous voulez essayer de mettre ce genre de choses chez vous, c'est qu'un dev c'est pas un client. Un client, c'est quelqu'un qui va vous parler de besoins, qui va vous dire moi ça m'ennuie parce que ce truc-là ça marche pas ou j'aimerais pouvoir faire ça. Quand vous parlez à un développeur, c'est quelqu'un qu'on a formaté depuis l'école à penser solution. Si vous prenez votre cursus d'ingénierie informatique ou même si vous n'avez pas fait ingénieur, on s'en fout. Du moment où vous avez fait votre cursus d'informatique, en gros, on vous a posé des problèmes et on vous a demandé d'apporter des solutions. Vous avez été formaté pour penser en solution. Et clairement, à chaque fois qu'on parle comment est-ce que je vais faire ça, en fait, on répond direct avec une solution. Typiquement, sur le manque d'environnement, on l'aurait fait sans une approche UX, même on l'a fait. C'est non, mais c'est bon, on va mettre du Kubernetes, il n'y a pas de problème, quoi. Et non, c'est pas une réponse à un besoin, c'est une solution. Ça, c'est la première grosse difficulté. Il faudrait à taper les gens qui sont dans les ateliers, les techniques en premier, moi le premier, en disant non, il faut parler besoin. La deuxième chose aussi, c'est que quand on fait de l'UX, on peut être très créatif, on peut aller dans des délires très très loin aussi. Sauf qu'il y a un truc qui change beaucoup, c'est que quand on crée une application pour qu'elle soit utilisée le plus possible par un utilisateur, mais elle est censée être utilisée assez peu finalement. Quand vous faites des choses pour des développeurs, si vous faites quelque chose par exemple qui impacte le processus de commit, c'est quelque chose qui peut impacter un développeur des centaines de fois par jour. Si vous faites quelque chose qui est trop impactant, même si c'est une bonne idée initialement, s'il y avait un besoin, si vous faites quelque chose de trop impactant, c'est beaucoup plus gros. Il faut mesurer l'impact que vous ayez quand vous faites ce genre d'atelier en n'allant pas trop loin dans l'idéation, dans la création, parce que l'impact est beaucoup plus lourd. Autre chose aussi, c'est très time consuming. Dans le sens où quand vous prenez effectivement 30 devs dans une startup qui, bon bah même si elle se portait bien, globalement prendre 30 devs pendant 1 heure ou 2 heures, ça enlève quand même beaucoup de la capacité de développement sur la semaine. Donc ça prend du temps de faire ce genre de choses, mais c'est intéressant. Et après surtout, nous on a présenté des trucs que Estelle a voulu mettre en place, que nous on a accepté, mais ça veut pas dire qu'il faut reprendre exactement ce qu'on a mis. Il y a plein d'autres ateliers qui existent, que ce soit dans le monde agile ou dans le monde UX.
La seule chose qu'il faut juste faire, c'est garder ces 3 piliers qu'on vous a montrés, qui sont la visibilité, la communication et l'engagement, et essayer d'améliorer progressivement ça dans notre société si vous avez des problématiques de mise en place de communication entre vos devs et vos ops. Qu'on doit retenir, on vous l'a dit et redit, mais c'est que, en effet, le rapprochement des cultures est possible. On l'a fait, on a pu translater. Après, il ne faut pas vous mettre de barrières. C'est-à-dire que si vous commencez, essayez de faire des trucs, vous prenez pas la tête, tentez et ne pensez pas à vraiment si ça va marcher ou pas, quoi. Essayez. C'est quelque chose un peu de nouveau ce qu'on a fait, donc voilà. Essayez et vous verrez bien. Après, si ça marche, let's go. Continuez. Et ensuite, voilà, faut pas se fier aux apparences. Vous avez vu au tout début, notre problème, c'était vraiment un manque de communication. Les devs parlaient pas beaucoup aux ops. Et j'ai l'impression que la communication se faisait pas parce que c'était des ops, c'était des devs. Pareil, moi je suis une product owner, mais j'ai fait du dev avant. Et c'est leur problématique, je pouvais un petit peu les comprendre. J'avais un petit peu cette capacité-là. Pareil, François, au tout début que je l'ai connu, il venait au Meetup UX. Donc, faut pas aussi se dire ok, ce mec va rien comprendre, je vais pas lui parler parce que, mais faut essayer d'aller au-delà de ces barrières qu'on se met et de tout ça. Voilà, merci à tous et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Ah, j'ai changé. J'ai pas changé. J'ai pas changé la slide. Ouais, c'est le GDG Bordeaux, le Festival Sphinx 2 et Node. c'est le Node alors aussi pour la salle. Est-ce que vous avez des premières questions sur lesquelles vous voulez qu'on parle ou direct apéro? Ouais. On a eu l'idée en mai la question, 2017. est-ce qu'il faut répéter les questions pour la vidéo? Ah oui. Combien de temps ça a pris pour mettre en place ce qu'on a fait? En fait, ça a commencé en mai 2017, si je ne m'abuse. Je sais plus. En gros, presque un an. Pour tout ça, là, l'idée, la réalisation, la validation des managements et tous les ateliers, presque un an. Au total, la totalité des trucs à peu près un an en setup. Après, il y a eu des phases au fur et à mesure. C'est aussi le genre de truc. On fait pas des ateliers UX comme ça directement. On a fait petit bout par petit bout. On a fait le truc progressivement. On a vu, on a testé. On a vu que ça améliorait un peu les choses. On a gagné un peu de temps. Après, c'est vrai que les boîtes, souvent, quand on dit on va faire de l'UX, on va mettre en place des éléments agiles, ils disent ah ouais, mais pourquoi vous allez jouer? C'est génial. On l'a pas trop dit initialement. On l'a pas eu, mais on aurait pu l'avoir et ça aurait pu être un frein. Mais en tout cas, ce qu'on a eu. On l'a pas eu parce qu'on n'a pas dit qu'on faisait ça. On l'a dit après. On était un peu. Des fois, on le disait pas trop CTO, on le faisait quand même. Mais bon, ça, il faut pas le dire. L'innovation n'a pas besoin d'être expliquée. Mais ouais, en fait, le plus dur, c'est vraiment d'imaginer ce qu'on veut avoir, quelle est la problématique qu'on veut gérer et comment. Et c'est vrai que ça, on a mis des fois pas mal de passes de temps. Mais bon, au final, je pense que on aurait pu le faire en 3 mois si on avait l'idée dès le départ. Mais non, là, le fait de l'avoir processé, réalisé et testé, ça a mis un an. Puis après, c'est souvent des... C'est les problématiques, c'est on fait bouger un petit truc pour voir si ça fait changer quelque chose dans notre contexte à nous avec nos développeurs qui étaient présents, nos ops, et en fait on a un peu tuné le truc au fur et à mesure, c'est pour ça que ça prend du temps aussi. Si on y va grosse maille et qu'on met un gros caillou, on peut faire ça assez vite, c'est juste le tuning pour que ça marche vraiment bien qui prend beaucoup de temps. Ouais. Quel a été le rôle du management et du dirigeant de la société dans cette transformation dans la compagnie? Le rôle du management dans l'accompagnement et la transformation. C'est pour moi? Écoute, c'était toi qui faisais partie de la team management, j'ai envie de dire. Moi, la première transition qui a eu lieu, c'était de dire on fait du DevOps en disant il y a une équipe DevOps. Après, ça avait des problématiques qu'on a par rapport à cette culture-là. Après, sur le vrai impact de la transition managériale, moi j'avoue que je vais plutôt laisser Estelle répondre, c'est plutôt toi qui voyais comment ça se passait. Moi j'étais en direct, mais en gros je faisais mes trucs et vu que ça a amélioré le truc, on m'a un peu laissé faire, quoi. En fait, on avait la chance à Tammo d'avoir un siège social qui était à Paris, avec des PDG à Paris, et avoir un CTO et notre équipe à Montpellier. Donc rien que ça, il y a beaucoup de choses, je pense, que notre CTO n'a pas forcément dit. Il faut avoir cette possibilité-là, c'est dur à assumer, mais ouais, c'était le cas. Ensuite, au niveau des équipes, le CTO était d'accord au début pour me lancer et faire des trucs. Mais l'étape 3, là, il n'était pas... Enfin, avec tous les ateliers qu'on a fait et tous les derniers jeux, là, il n'était pas au courant non plus, quoi. Il a vu que ça avançait, que ça donnait des choses positives. Mais si Chapeau de Bono et les personnes, en l'occurrence, on y est allé ensemble et on les a fait. Donc, ils étaient contents dans le sens où ils voyaient des améliorations au fur et à mesure.
Mais ça a été pour notre CTO un petit peu dur de lâcher un peu plus de temps. Quand il a vu que ça commençait à faire du bien et que c'était chouette, il s'est dit oh, ok, ben, c'est bon, tout va bien, l'équipe va bien, c'est bon, on a mis en place des nouveaux process. C'est bon. Pour un manager, ça suffit. On avait le gros avantage dans une startup où on faisait beaucoup d'automanagement. En fait, on était plutôt drivé par les objectifs. Et en fait, j'avoue qu'on n'a pas franchement, enfin nous sur la partie, on n'a pas franchement laissé le choix. En fait, on l'a fait, ça a marché. Et quand on a vu que ça apportait des résultats, du coup, on s'est pas fait taper sur les doigts parce que ça avait marché. Ça aurait peut-être pas marché, on s'aurait peut-être fait taper sur les doigts d'avoir perdu du temps. Mais on n'a pas eu d'accompagnement spécifique en mode Non. faut avancer, etc. C'est juste Non, que ouais. nous, On a eu la chance d'avoir ça. on l'a un peu imposé de nous-mêmes, quoi. En fait, c'est ça qui me choque dans le contexte que vous expliquez. Tu disais que DevOps, on dit beaucoup de choses qui ne sont pas forcément vraies. Enfin, les gens ne savent pas forcément d'où ça vient. Pour moi, c'est une de mes définitions. J'aimerais votre retour après. Pour moi, c'est l'alignement du SI sur la stratégie métier. Donc, dans ce que vous dites, moi, il y a quelque chose qui me choque, c'est où est la vision? Où est la vision, en fait, pour l'organisation? C'est elle qui donne du sens pour les développeurs ou les autres? Bah, elle donne un sens, mais c'est pas parce qu'on va tous les deux dans la même direction qu'on travaille ensemble. On peut travailler de manière collégiale et collaborative, ou on peut travailler aussi un peu en conflit et en compétition, alors qu'on va vers le même objectif. Et nous, notre problème, il n'était pas sur le fait qu'on soit pas aligné, parce on était une équipe avec 30 personnes, il y avait 15 développeurs et 3 ops. Globalement, la stratégie de la boîte pour une startup, on sait où elle est. Faut faire du cash pour survivre. Et on sait où on va, c'est pas le problème. C'est juste que nous, on avait une problématique de communication interne technique, en fait. C'était vraiment la partie. C'est bien, on a dit qu'on faisait du DevOps, mais à un moment, moi, en tant que personne, j'ai envie d'avoir les vrais fruits de la culture DevOps. Après, ça marchait aussi sans, hein. C'est juste qu'on avait une organisation silotée où on n'avait pas une communication et un engagement clair entre les deux. Donc du coup, le management au début, c'est juste que, en gros, on n'aurait pas fait ce système-là. C'est juste que SL serait arrivée, elle aurait dit, bah ils sont dans les choux, faut recruter 2 personnes de plus, quoi. Et on aurait pris de la brute force supplémentaire qu'on aurait monté et on aurait réussi à faire le même travail, en fait. C'est une réalisation technique qu'on est en train de prendre. C'est sur comment on a fait ça. Après, sur la partie vision dans la société, nous on l'avait très bien déjà depuis le début. On avait un CTO qui était assez clair sur où on allait dans l'application. Donc effectivement, on n'avait pas ce problème-là. Après, s'il y en a qui ont des problématiques au niveau de la vision, là, par contre, en tant que dev et ops, enfin dev et ops, vous pouvez rien faire, quoi. C'est Mais on n'avait pas ce frein-là, au moins. Nous, on n'avait pas ce frein-là initialement. Après, je trouvais que vachement notre CTO, il était là en mode ouais, on fait une équipe DevOps, mais tous les côtés justement philosophiques du DevOps, de se dire il y a une vraie communication, il y a des choses ensemble, c'était loin. C'était pas mis en place parce que pour lui, c'était comme avait expliqué François au départ, c'était DevOps parce qu'il faisait un peu de dev et de ops, mais les devs restaient dans leur coin. C'était pas cette vraie collaboration. Donc, au niveau stratégie, je pense que ça a été mis en place, comme a dit François, vraiment comme ça. Et il n'a pas réfléchi de qu'est-ce que ça voulait dire comme engagement. Après, il a compris. Il a compris qu'en améliorant les choses, finalement, il y avait un petit gain de temps, il y avait de la visibilité de toutes les équipes et on travaillait mieux. Il y avait moins de frustration, quoi. Moi, je dirais direct, pour le rôle du CTO ou de la personne qui fait la roadmap et qui est un peu décideur, je dirais direct intégrer les ops directement à ce niveau-là. On a tendance à ne parler que technique avec les fronts et les backs et la personne qui gère un peu feature. Mais on oublie que le bout, du chemin, il va passer par eux. Et que si on crée une toute nouvelle application à sortir, ben, va falloir qu'ils la déploient. Donc clairement, c'est le premier biais, c'est ça. Il faut que tout le monde soit conscient de la globalité du chemin que vous allez à parcourir. Après, bien sûr, qu'est-ce qu'on aurait mieux fait? Je pense qu'on aurait dû plus essayer de mettre en place des ateliers assez rapidement. Maintenant qu'on a vu qu'ils marchaient, bah allez-y, hein. Si vous voulez essayer, un 5 pourquoi, une problématique qui vous fait vraiment chier à la longue dans votre boîte, vous la posez, vous prenez même entre midi et 2, 20 minutes, une demi-heure et let's go. Vous voyez ce que ça ressort. Après...
Après, on est parti. On aurait pu, Après, on n'y était plus. on aurait pu, parce qu'on avait mis en place, on avait Jira comme outil interne, je sais, c'est pas fifou, mais en fait, les ops avaient fait deux roadmaps, leur roadmap interne, comme François vous a dit, et la roadmap un peu plus produit. Et en fait, on s'était dit qu'au-delà de X demandes ou X demandes en parallèle, ou enfin, au-delà de tant de demandes, ça veut dire qu'il y a un problème, quoi. Il faut stopper, il faut prendre de la hauteur, il faut revenir sur quelque chose d'humain et ne pas les bourrer de fonctionnalités, quoi. Ouais, C'était il y pas- avait beaucoup de métriques à mettre en place. Après, il y en a certaines qui ont été mises en place. Il y en a d'autres qui, je sais pas si elles ont été mises en place depuis que je suis parti. Mais globalement, il y avait des moyens de faire ça. Après, la problématique pour améliorer tout, c'est que tout ce qui est présenté de toute façon, c'est un chiffre culturel. En gros, dès qu'il y a un chiffre culturel, ça peut aller très vite si on a un moyen de faire un chiffre culturel facile dans les sociétés. Le problème, c'est que le chiffre culturel, il est notamment dû aux personnes, en fait. Il est lié au recrutement et des fois, il y a des personnes avec qui ça va pas passer, il y a des personnes avec qui ça va passer très facilement, il y a des gens qu'on a fait bouger très rapidement, il y en a d'autres qu'on a mis très longtemps à faire bouger, parce que c'était pas leur truc. Et ça, le problème, c'est que tu peux pas le changer en fait réellement, parce que comme c'est un shift culturel, c'est une question de personne après. C'est juste que la société peut mettre des systèmes. Alors après, il y a plein de trucs sur les grands axes organisationnels pour aligner les objectifs, faire en sorte que les gens soient indexés sur les mêmes choses. Enfin, il y a plein de choses à faire là-dessus. En l'occurrence, nous, c'est vrai que la grande chance que tu as dit, c'est qu'on avait une boîte où c'était de l'auto-organisation, gestion, et que moi, en tant que PO, j'avais un peu cette casquette de venir un peu aider en tant qu'orga. Mais vu qu'on avait cette auto-gestion, il n'y avait pas de leader, il n'y avait pas de management et de hiérarchie à venir dire c'est bien ce qu'on fait, voyez, vous pouvez nous donner du temps. Je peux comprendre que une société comme ça, on peut vous dire ça va demander un peu plus de temps, un peu plus d'engagement, enfin un peu plus de discussion avec ma hiérarchie. Et ça, c'est vrai que c'était un côté super positif, quoi. Nous, on avait que deux niveaux de management en fait. Il y avait des leaders d'équipe et après il y avait le CTO en fait. Il y avait pas, on n'allait pas plus loin. Après, pour 35 personnes, c'est heureusement que c'était comme ça, hein. Vous avez d'autres questions? Nous? Vous voulez qu'on boive un petit coup? On Ouais. va aller boire un coup. Allez, c'est parti. Merci beaucoup, tout Merci le à monde. tous. Merci.